Voilà, je vous propose donc de reprendre pour la deuxième partie de ce cours sur les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. On a vu sur notre première partie, première vague, qui s'adressait essentiellement à des comportements externes, observables, les phobies, les peurs avec situation, et la place de l'exposition avec prévention des conduites d'évitement qui ont fermé le sujet dans sa pathologie, associée ou non à la relaxation, pour arriver à éteindre l'angoisse qui était au centre de la pathologie. En réalité, c'était principalement les conduites d'évitement qui créaient l'invalidation, le handicap. Ici, deuxième vague, c'est un autre monde, c'est tout différent puisque cette deuxième vague va s'adresser à des troubles plus intériorisés, plus complexes, extrêmement fréquents en psychiatrie, qui est la dépression. Alors cette deuxième vague est dominée par un auteur, je vous demande de retenir son nom, Aaron Beck. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un psychanalyste. C'est un psychanalyste. Je vous avais parlé au tout début des rivalités, de l'opposition, des TCC qui s'opposaient point par point à la psychanalyse. Psychanalyse, thérapie longue, thérapie où le thérapeute n'intervient quasiment pas, thérapie plutôt littéraire que scientifique, tout l'opposé donc des TCC. Or, dans cette deuxième vague, voilà qu'Aaron Beck, psychanalyste, mais qui a relié le camp des thérapeutes cognitivo-comportementaux, va donc s'intéresser, évidemment, en tant que psychanalyste, à ce qu'il y a dans donc la boîte noire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire ? Vous allez trouver donc des pensées et des émotions. Alors le génie d'Aaron Beck, le génie c'est d'avoir d'abord soigné sa propre dépression avec ça, parce que évidemment dans sa souffrance, son interrogation, il a d'abord pris le temps de rencontrer son monde interne, et vous verrez que son travail est surtout à base d'auto-observation. L'observation d'abord de lui-même de manière très obsessionnelle puisqu'il notait tout. Vous verrez à partir des 3 colonnes de Beck qu'il s'agit de véritablement s'observer de manière expérimentale et notamment le lien entre les émotions, les pensées, les émotions, les situations, puisque l'idée dans cette histoire de thérapie cognitive de la dépression, c'est que le sujet se maltraite en maltraitant l'information, le sujet se maltraite en ruminant des idées tristes qui va bien sûr produire de la tristesse. Alors, Aaron Beck a décrit, et là j'attire votre attention parce que c'est le point peut-être un peu délicat, a décrit 3 structures cognitives, donc cognitives, pensées. Alors bien sûr ce qu'il appelle les pensées automatiques, c'est les pensées que l'on peut repérer. Bon, demain j'ai une journée difficile. Ça, c'est une pensée. Ce soir, il faut que j'aille tôt au lit. C'est une pensée, vous voyez. Mais qui peut être associée à une émotion. Demain, j'ai une journée difficile. Dès que je dis ça, je suis un peu préoccupé. Puis de suite, vous voyez, dire, oh là là, il va falloir que je me couche tôt ce soir. Il ne va pas falloir que je traîne trop dans cette vidéo. Donc, il repère déjà une association. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est là que l'on repère le psychanalyste. C'est qu'il va dire que ces pensées automatiques sont les manifestations, sont l'émanation de structures cognitives, de structures de pensée donc cognitives plus profondes, qu'il va appeler schémas cognitifs, qui sont donc des croyances de base, qui sont de la même nature que de pensée, et qui va donc définir qui sont en fait un véritable mode d'emploi que vous allez construire dès vos premières années. Je vous rappelle que quand vous naissez vierge. Vous allez apprendre dans la relation à vos proches, les parents habituellement,
le mode de fonctionnement de ce qui vous entoure, la définition du monde, votre définition, vous allez l'apprendre dans le regard de vos parents, le mode d'emploi du monde. Le mode d'emploi, il se décline sous forme de croyances de base, de schémas cognitifs. Vous voyez, on est très proche des représentations inconscientes des psychanalystes, et oui. Finalement, l'aliment de nos pires souffrances s'origine dans nos premières expériences. Alors, c'est pas tout. Donc, schéma cognitif, pensée automatique et distorsion cognitive. Alors, c'est là que c'est malin, parce qu'il a remarqué que nous avons tendance à interpréter la réalité que nous percevons avec nos sens en fonction de nos croyances de base, par le biais de ces distorsions cognitives. Alors c'est quoi distorsion cognitive? J'en ai fait une liste, mais c'est des interprétations erronées, ce sont des perceptions sélectives, ce sont des personnalisations, prendre pour soi, ce sont des maximalisations, des catastrophies. Bon, je vous passe le terme, vous l'aurez, catastrophe. Bon, bref, vous aurez la liste. Mais donc il s'agit par ces distorsions cognitives de distordre la réalité pour les faire rentrer dans ces schémas cognitifs. Et ainsi la boucle est bouclée. Le sujet est enfermé dans ces croyances qui produisent sa souffrance. Alors pour une dépression par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui a des croyances extrêmement dures et exigeantes, où il faut tout réussir, sinon on ne vaut rien, et évidemment il va rencontrer l'échec, et évidemment il va s'effondrer. Ou alors des croyances du style les figures d'autorité sont dangereuses, à partir de traumatismes qu'on peut imaginer du style vos parents ont été sévères ou votre père vous a frappé, peu importe. À partir de là, vous avancez dans la vie avec ce programme, pour le peu assez peu aidant. Par qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, quand vous aurez un patron, une figure d'autorité, et il y aura ce tremblement intérieur à partir de cette croyance inconsciente. C'est là le pont avec la psychanalyse, qui va faire que vous serez dans la conduite d'évitement. Les mêmes conduites d'évitement qu'on a vues dans le phobique, évidemment. Là, il y a la peur de l'adulte vécue comme dangereux, une peur évidemment fantasmatique et imaginaire, puisque l'adulte, c'est celui qui peut se mettre en colère, qui peut se fâcher, et qui va vous en coller deux. Évidemment, on peut imaginer que ce jeune employé va arriver chez son psychiatre, voyez, épuisé, et il va se dire, écoutez, j'en peux plus, on n'arrête pas de me surcharger de tâches, et en plus, mon patron, il m'a changé mes horaires. Mais vous, thérapeute, vous allez vous étonner, bon, probablement que vous avez pu en parler. Mais comment donc? Déjà que j'ai des soucis, il ne manquerait plus que je me fasse engueuler par mon patron. Vous ne vous rendez pas compte, les patrons, caractériels comme ils sont, c'est là qu'on va venir caractériel comme ils sont. Il va explorer et revenir donc à cette croyance de base, les adultes sont dangereux, ou les adultes en position d'autorité. Et donc c'est le travail d'Aaron Beck d'arriver à cette intimité du sujet qui sont les programmes, comme les programmes informatiques. Quand vous héritez d'un ordinateur vierge, pour le faire fonctionner, il faut que vous lui donniez un mode d'emploi. La croyance de base, c'est un mode d'emploi. Mais parfois, les modes d'emploi ils sont dysfonctionnels. Quand on a un mode d'emploi des adultes comme étant dangereux, évidemment, on va se créer des soucis, parce que vivre seul, sans partenariat, sans solidarité, sans faire appel à l'aide, notamment de son patron, ça va être compliqué. Donc c'est tout le travail. Remonter à ces schémas cognitifs pour venir les questionner, les remettre en question, et puis éventuellement s'en offrir, qui seront plus en rapport avec ce qu'on a envie de vivre. Donc lui a envie de vivre des relations paisibles au travail. Donc il faudra qu'il apprenne à pouvoir relationner avec son patron. Donc vous voyez cette triade, schéma cognitif, représentation inconsciente des psychanalyses, qui s'origine dans les premières expériences infantiles, notamment traumatiques. Il n'est pas psychanalyste pour rien. Les pensées automatiques qui permettent de repérer qui en sont la manifestation,
Et les distorsions cognitives qui sont l'interprétation de la réalité en fonction de ces schémas. Évidemment, si on s'est construit autour de ces schémas, c'est notre base de sécurité, on n'a pas envie de le remettre en question. On s'est construit autour de ça, on a organisé notre vie autour de ça, et donc on va cesser de les confirmer. C'est là effectivement le drame de la vie, c'est leur caractère de prophétie auto-réalisatrice. Est-ce que vous comprenez cette expression de prophétie auto-réalisatrice? C'est important. C'est le drame de toutes les vies, c'est-à-dire que ces croyances auront tendance à vous faire vivre des expériences de vie qui vont confirmer vos croyances. On ne trouve que les œufs de Pâques que l'on a cachés, disaient un de mes thérapeutes. Drame, hein, c'est le drame de toute vie. Vous voyez par exemple cette jeune fille qui dans son enfance s'est fait mordre par un chien. Évidemment, à l'âge adulte, elle est devant un beau paysage. Qu'est-ce qu'elle entend? L'aboiement du chien ou lien qui vient lui gâcher. L'aboiement du chien ou lien. Est-ce que vous entendez bien là? Est-ce que je parle? Qui vient bien sûr lui gâcher le bon moment qu'elle est en train de vivre. Le bon moment là où son ami qui est à côté d'elle entend ces magnifiques chants d'oiseaux. Vous voyez, perception sélective. Il y a du danger. Il y a des chiens éventuellement avec... Elle va peut-être maximaliser la pensée catastrophique que j'essayais de dire tout à l'heure. Le chien va probablement se rapprocher et là, danger. Je vais me faire attaquer. Personnalisation, catastrophisme, perception sélective, ça ce sont des distorsions cognitives. Et évidemment, le chien va se rapprocher parce que son maître le promène, évidemment. Elle va dire, il se rapproche, il vient pour me mordre. En réalité, le patron, le maître des chiens se promène tranquillement avec son chien. Et puis, en peur, évidemment, ça ne va pas manquer. Le chien va lui aboyer dessus. Et ça va renforcer sa terreur, peut-être sa phobie des chiens. Il faudra peut-être la traiter donc avec des thérapies comportementales de première vague. Voilà. Aaron Beck, retenez ce nom-là. C'est au centre de ces thérapies de deuxième vague. Alors Ellis aussi, je vous ai mis une slide. Slide, ça veut dire diapositive. PPS, ça veut dire diaporama, parce que je vous ai parlé de PPS dans mon première vidéo, diaporama évidemment. Vous trouverez son nom, Albert Ellis, qui est l'auteur de la thérapie rationnelle émotive. Vous savez, les thérapeutes, ils créent les thérapies qui soignent merveilleusement leur propre thérapie. Il y a un mec qui était déprimé, il a merveilleusement guéri. Je crois qu'il est toujours vivant, 99 ans, ça conserve. C'est un extraordinaire succès. Bon, maintenant, ça sera efficace pour les gens qui fonctionnent un peu comme lui. Vous verrez dans ma diapositive, j'ai mis tous les outils qu'il a proposés aux thérapeutes pour accéder et modifier les croyances de base dans le sens de ce que vous souhaitez vivre. Je vous laisse Albert Ellis, c'est simplement pour vous dire que lui, il a simplifié un peu le boulot, puisqu'il va vous proposer 12 croyances irrationnelles. Vous n'aurez pas besoin d'aller les retrouver au décours d'interrogatoires extrêmement laborieux pour revenir à la source, pour revenir à l'origine, c'est-à-dire ces schémas dysfonctionnels. Donc ça, c'est Albert Ellis. Je vous renvoie à la diapositive. Concernant Beck, les outils, puisque je vous en ai parlé, c'est bien sûr les auto-observations avec le tableau des 3 colonnes, où il invitait donc ses patients à noter. Il faisait des devoirs à la maison, des homework, comme je vous disais, à noter donc les situations dans lesquelles ils ressentaient donc de la tristesse et les pensées qu'ils avaient en même temps, pour faire le lien, vous voyez, entre situation, pensée et émotion. Et alors, pour 2 raisons. D'abord, leur permettre de prendre un peu de la distance dans cette position d'observateur, je m'observe, de rencontrer et de connaître mieux leur monde intérieur, mais surtout de voir que leur façon de penser pouvait bien sûr induire des vécus pénibles, s'agissant de rumination d'idées noires, mais qu'aussi ça peut être lié aux situations. Voilà, demain, je pense à ma journée, elle est surchargée, l'inquiétude me vient, les pensées, c'est putain, merde, ça fait chier encore,
vais-je y arriver, etc., des choses comme ça. Donc, des devoirs à faire à la maison, le tableau des 3 colonnes de Beck, qui va, au fur et à mesure des progrès de ses élèves, complexifier, va rajouter 2 colonnes. Pensée alternative. Bon, pensée alternative, par exemple, dans mon cas, je peux dire, bon, ben, je ne suis pas obligé de tout faire demain. Et puis, je peux peut-être m'avancer dans mon travail en arrivant un peu plus tôt. Et puis, bon, ben, l'émotion contingente à cette pensée alternative, bon, je suis plus cool, je suis plus tranquille. Alors ça, c'est les auto-observations. Flèche descendante, questionnement socratique, vous verrez sur la slide. Slide, c'est diapositive. Il y a un diaporama, c'est fait de diapositive. Eh bien, questionnement socratique et flèche descendante, ben, c'est tout simplement des techniques d'interrogatoire pour pouvoir accéder à cet intime de l'intime qui est inconscient. Hein. Je vous le rappelle, les schémas cognitifs de Beck. Hein. Ensuite, après, quand vous avez des pensées, vous pouvez les critiquer, examen de l'évidence, pour, contre, coût, bénéfice, décentration, réattribution, etc. Voilà. C'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous sur les thérapies de deuxième vague. Pour m'en aller vous parler avec beaucoup plus d'enthousiasme des thérapies de troisième vague, et on change une troisième fois de monde pour se poser, pour d'emblée se centrer, s'intéresser à son confort immédiat et voir comment on peut améliorer son mieux-être dans l'ici et maintenant. Il va falloir non pas se torturer pour savoir pourquoi je souffre, repérer les pensées, de quel schéma cognitif ils sont issus, et puis voir comment je peux modifier tout ça, etc. Qui est un travail de longue haleine, puis qui est un travail un peu obsessionnel, qui se prête bien aux gens qui aiment s'observer, voilà, mais qui est efficace. Hein. Voilà, et qui a été repris dans beaucoup d'autres thérapies, parce que vous savez, je vais vous le dire, moi, les thérapeutes, bon, ils se sont intéressés, comme Beck, hein, vous voyez, il a fait du TCC, en fait, il est initialement, c'est un psychiatre, hein, une formation médicale, mais qui a initialement une formation de psychanalyse. Donc, chaque thérapeute est un peu intégratif et construit sa propre façon de faire avec des outils qui peuvent être tirés des premières, deuxième vague, etc. Troisième vague. Donc, je me pose. Là, il ne s'agit plus de lutter contre son symptôme qu'il faudrait faire disparaître, mais l'accueillir. Bon, vous voyez, c'est déjà suffisant de souffrir de sa tristesse, sans rajouter une sursouffrance qui serait lutter contre la tristesse, c'est-à-dire lutter contre ce qui est. Hein. Ça, c'est l'acceptation. Ça, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Alors, il ne s'agit pas de se complaire ensuite, bien sûr. Hein. Il s'agit de la rencontrer. Je vous ai mis un petit outil que je vous appelle AWARE. C'est de l'anglais, ça veut dire conscience. En fait, c'est un acronyme. AWARE, ça veut dire accept, watch, act, read, expect. Votre tristesse, vous allez effectivement l'accueillir, la regarder, voir de quoi elle est faite, quand est-ce qu'elle arrive, qu'est-ce qui la soulage, est-ce qu'elle est intense, pas intense, est-ce que c'est le même moment de la journée. Donc vous allez relationner avec elle, elle a peut-être un message, elle a peut-être à vous dire que finalement ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de câlin, par exemple. Hein. Il y a votre petite amie qui est à distance là, et métro, boulot, dodo, ça commence à bien faire, donc la tristesse à venir vous ténailler, vous dire oh, faut un peu que tu t'occupes de moi. J'ai aussi besoin de douceur et de prendre soin prends soin de toi. C'est un peu ce que va inviter les thérapies de troisième vague. Aware, donc act. Alors il ne s'agit pas de se complaire, évidemment. C'est repris dans la thérapie d'acceptation et d'engagement de Stephen Hayes, qui est un peu le gros, avec la méditation de pleine conscience et la psychologie positive, les 3 gros mouvements là qui vont influencer cette troisième vague qui est contemporaine. Hein, c'est maintenant. Elle s'écrit maintenant, cette troisième vague. Christophe André, par exemple, comme auteur français, psychiatre, qui a vulgarisé tout ça. TCC, c'est un des maîtres de TCC actuellement, mais surtout, c'est un énorme pédagogue. Christophe André, tapez Christophe André
sur Google et vous saurez tout des TCC. Donc, Aware Act, ça veut dire, eh bien, mettez-vous en mouvement vers la vie qui vous convient. Qui convient dans les thérapies d'acceptation et d'engagement, c'est effectivement d'engager de l'action vers la direction de vos valeurs, de vos envies, de ce que vous avez envie de vivre, de ce pourquoi vous êtes fait, qui correspond peut-être à vos qualités, à vos dons, qui va vous épanouir. Et vous épanouissant, ça va vous donner du bonheur, de la joie. Et vous savez que la joie, c'est du carburant pour affronter les inévitables épreuves de la vie. C'est la prévention des dépressions. Vous voyez que donc les troisièmes vagues ne s'intéressent pas simplement à la sédation des symptômes, mais au maintien et à la consolidation de l'état de santé. Voilà, faire face à l'adversité en prenant soin de soi. Et évidemment, vous voyez, je vous ai mis aussi les outils de la psychologie positive. Il s'agit de cultiver les états agréables. Bienveillance, gratitude, pardon. Quoi d'autre encore? Alors, il préconise, par exemple, Seligman. Je vous l'avais sur la PPS, Seligman. Enfin, j'espère que vous l'avez, oui, mais je pense que oui, je regarderai. Eh bien, il préconise, par exemple, de faire le journal des petits bonheurs, par exemple, vous voyez, dans lequel vous pourriez vous replonger. Hein. Thérapie d'acceptation et d'engagement de Stephen Hayes, donc la méditation de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, qui a fait des programmes pour soigner la dépression et l'angoisse. Méditation de pleine conscience, il s'agit d'être là, d'être présent à ce qui est et d'accueillir, sans jugement. Dans cette position un peu développée, comme je vous l'ai dit par Aaron Beck, vous le retenez lui, deuxième vague, par ces tableaux de 3 colonnes qui mettaient le patient en position d'observateur. Donc il s'identifie un peu moins. Je ne suis pas ma tristesse. Par contre, je peux relationner avec elle. Elle a certainement des choses intéressantes à me dire. Je peux la regarder. Je peux être présent à elle. Je peux la voir aller, venir, etc. Bon. Méditation de pleine conscience. Et ce faisant, par la méditation, en développant cette attention dans le présent, cette qualité de présence, eh bien, je vais développer la capacité à me percevoir. D'accord ? Je vais développer des petites fibres sensitives qui vont me permettre d'avoir une meilleure perception de mes sensations corporelles, de mes pensées, de mes émotions probablement aussi, et ce faisant, évidemment, me percevant mieux, je percevrai c'est des signaux qui m'avertissent de mes besoins. J'y répondrai de manière donc plus fine. Je vous rappelle que la santé, c'est une qualité de réponse à vos besoins physiologiques, bien entendu, le sommeil, une alimentation équilibrée, diversifiée. La santé, ça se construit aussi là, des activités diversifiées qui répondront à vos besoins psychologiques. Je vous renvoie à la pyramide de Maslow, les besoins psychologiques, besoin d'amour. Mais bon, c'est un terme qui n'est pas scientifique. On va dire besoin de sentir appartenir, besoin de sentir utile, besoin d'exister peut-être dans le regard d'un être chéri, besoin de se réaliser ce pourquoi en effet on l'a vu avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, de s'épanouir avec ses qualités. Voilà, et puis je terminerai donc avec, et en la remerciant, la thérapie créée par Marsha Linehan, américaine aussi, thérapie comportementale dialectique qui s'adresse aux personnalités dites difficiles. Merci à elle parce qu'on ne sait pas les soigner en psychiatrie, personnalités difficiles, les états limites, borderline, les sociopathes, qui répondent mal aux traitements conventionnels, aux chimiothérapies, et qui sont à la hantise des psychiatres parce que leur parcours est marqué par de violents passages à l'acte, à chaque mouvement émotionnel, puisque leur pathologie est marquée surtout par une dysrégulation émotionnelle, donc des fluctuances, une instabilité, une labilité émotionnelle avec des grands moments de détresse pendant lesquels ils pourront peut-être trouver réponse dans des alcoolistions massives dont on sait qu'elles sont associées bien sûr à la violence, dans des conduites à risque, des conduites suicidaires, etc. Et elle, évidemment, elle va nous proposer un outil, mais encore faut-il se former, être compétent et vouloir leur consacrer du temps. C'est tout le problème de la psychothérapie, c'est que ça demande des richesses humaines, c'est ce qui manque le plus.
dans le monde de la psychiatrie. C'est pour ça peut-être que les médicaments ont pris tellement de place et tellement facile et ça demande tellement peu de temps et assez peu de formation à vrai dire. Vous voyez un peu la richesse, richesse de la culture, de la psychopathologie en TCC, parce que là je vous ai parlé que des TCC, mais il faudrait aussi parler des autres, peut-être dans un autre cours. Bon, donc Marshall Linehan va proposer une réponse spécifique qui est intégrative. Intégrative, c'est-à-dire qu'il va intégrer donc, du travail de groupe, travail individuel et surtout un module de gestion des émotions qui sont centrales avec du suivi par téléphone, la possibilité, quand ils sont dans ces moments de détresse, d'avoir des réponses alternatives, qui est d'appeler un assistant au téléphone qui va le guider. Voyez, donc il y a véritablement un soutien. Elle a mis les moyens. Elle a mis les moyens. Voilà. Et il y a une réponse qui est extrêmement satisfaisante parce qu'on leur redonne après une espérance de vie, un parcours. Ce sont des gens qui ont des qualités, qui sont intelligents et qui peuvent tout à fait se réaliser dans les domaines pour lesquels ils ont des qualités, des dons. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 3 vagues. Eh bien, je vais vous souhaiter bon chemin, bonne formation, bon stage et bonne réussite à vos examens. Voilà, merci de votre attention.